Le Congo reste le pays des Congolais. Ce n'est pas le pays des Rwandais, ni des Ougandais. C'est le pays des Congolais. Et le Congo, c'est quoi? On vous le rappelle toujours. C'est l'assemblage de chefferies de nos ancêtres, qu'on appelait des royaumes, il y avait même des empires, que l'homme blanc est venu mettre ensemble, après avoir obligé nos ancêtres, nos rois, nos chefs, à rester sous son autorité. Dans les archives, tout existe. Il y a le nom des chefferies ou bien des royaumes. Il y a le nom de nos chefs qui sont là. Il y a le nom de nos langues qui font nos tribus. Et nous, le peuple. Pour mieux définir, le Congo n'est pas comme le Rwanda ou le Burundi. Là où les trois ethnies, Hutu, Tutsi, Tuwa, mais tous parlent, si c'est au Rwanda, le Kinyarwanda, si c'est au Burundi, le Kirundi, non. Nous, au Congo, on n'est pas comme ça. Au Congo, on a un peuple avec son chef coutumier. La langue que nous parlons, c'est ce qui définit notre tribu. Et puis, on a notre territoire. Nous sommes différents du Rwanda et du Burundi aux yeux de l'histoire. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vient avec le Kinyarwanda au Congo, qui se parle au Rwanda, qui est aussi comme le Kirundi, c'est presque une même langue. Il veut dire que c'est le Banyamulenge. Non, nous au Congo, on n'est pas comme ça. Au Congo, si tu es Banyamulenge, montrez-nous sur la carte historique du Congo où se trouvait votre territoire de Mulenge. Qui était votre chef dans les années 1800, après la conférence de Berlin, quand les Blancs ont commencé à venir s'emparer des terres. Ils ont rencontré quel chef? Votre chef, c'était qui avait cédé ces terres au roi Léopold II. C'était quel chef? Donnez-nous son nom. Votre territoire, allez d'où jusqu'où? Est, ouest, nord, sud. Dites-nous votre territoire. Deuxième point, votre tribu, vos ancêtres parlaient quelle langue? Quand l'homme blanc est venu les trouver avec leur chef sur un territoire, ils parlaient quelle langue? Si vous dites que vous êtes les Banyamulenge, dans les annales historiques, linguistiques du Congo, il n'y a jamais existé une langue qui s'appelle Kenyamulenge. Ni même un peuple qui s'appelle Banyamulenge. Non. Au Congo, un Muluba parle Kiluba, Chiluba. Un Mukongo parle Kikongo. Un Mutetela parle Kitetela. Un Karunda parle Kikarunda. Vous comprenez? C'est comme ça que nous sommes. Donc, selon la vraie histoire du Congo, un Banyamulenge devait parler Kenyamulenge. On devait avoir un chef Banyamulenge et une chefferie de Banyamulenge. Ça n'a jamais existé sur la carte. Quand ces soi-disant Banyamulenge parlent, c'est le Kinyarwanda. Très bien. Ils n'ont jamais eu de chefferie au Congo, pas de territoire, donc chefferie, c'est-à-dire territoire. Pas de chef coutumier dans l'histoire, pas même de langue. Ils n'ont rien. Mais, aux yeux de l'histoire, nous qui faisons de recherches, nous reconnaissons qu'à un moment donné de l'histoire, dans son plan machiavélique, satanique, l'homme blanc, spécialement les Belges, avait commencé à procéder au mixage des peuples, avec pour but de créer la confusion dans le futur pour nous faire ce qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui, c'est-à-dire procéder à l'infiltration lente et sûre des peuples importés d'autres cieux, sous prétexte qu'ils viennent travailler dans les mines, les forêts du Congo. Quand la Belgique a eu la tutelle du Congo, du Rwanda et du Burundi, on appelait ces trois pays
d'un seul nom. Congo, Rwanda, Burundi à un moment donné. On avait la même monnaie, même timbre. Beaucoup d'histoires étaient semblables. Mais le Congo était créé, historiquement parlant, avant le Rwanda. Je vois quelqu'un qui met le doigt comme ça, dit, fais ta vidéo, parle. Vous n'allez pas tromper les gens. Nous savons que ce sont les Américains mafieux qui vous supportent. Vous n'avez pas de terre au Congo. Point barre. Vous pouvez faire les doigts comme ça, comme ça. Vous vous trompez vous-même. Nous ne sommes pas victimes de vos mensonges. Jamais. Il n'y a jamais eu le Kinyamulenge sur la carte linguistique du Congo au musée de Tervuren en Belgique. Ça n'a jamais existé. Les rwandophones sont venus au Congo, amenés par les Belges, pour travailler dans les mines du Congo, rwandais et burundais. La première fois. Deuxième fois, quand il y a eu des troubles au Rwanda et au Burundi, qui sont deux petits pays qui fonctionnent comme des vases communicants, avec la crise du Rwanda, qui est semblable à la crise du Burundi, là où les Tutsis ont toujours dominé les Hutus. La minorité Tutsi, qui est à peu près 10%, est au Rwanda et au Burundi. Cette minorité a toujours dominé la majorité des 90% des Hutus. Et l'homme blanc, en venant, a trouvé cette inimitié entre ces deux ethnies communautés. L'homme blanc a multiplié ça par 1 million. Comme d'habitude, remarquez, c'est ça la politique que l'homme blanc fait dans d'autres pays qu'il a colonisés, mais qu'il refuse de faire chez lui. Si vous vivez aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en Europe, il y a des minorités et des majorités. En France, une minorité ne peut jamais prendre le pouvoir. Si vous appartenez à une ethnie, à un peuple minoritaire en France, en Amérique, Canada, Angleterre, Australie, partout, vous n'aurez jamais la chance de régner sur la majorité. Mais l'État de ce pays-là a le devoir, non pas de vous malmener, mais de vous protéger. Chez les Occidentaux, la majorité a le devoir de protéger la minorité. Ce sont nos petits. Ils sont moins nombreux. Il ne faut pas les faire souffrir. Pas d'injustice, discrimination. Non. Ils font partie de notre nation. Ça, c'est chez les Occidentaux. Maintenant, quand nous allons dans des pays qu'ils ont colonisés en Afrique, tels que la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, n'avez-vous jamais remarqué une chose, que là où le Belge est passé, c'est là où il y a le tribalisme. Il y a le désordre, il y a des assassinats, il y a même les génocides. Parce que le Belge a un esprit génocidaire lui-même. S'il y a un génocide au Rwanda, au Burundi et aujourd'hui au Congo, c'est parce que le colon lui-même, c'était un génocidaire. Les Belges sont les vrais génocidaires. Ils ont le sang des Allemands. Les Saxons. Regardez dans les livres, les Belges sont les cousins des Allemands, de la maison de Saxe-Gotha. Regardez dans vos livres. Ceux qui règnent sur la maison de Belgique, ce ne sont pas des Wallons ou bien des Flamands, non. Tel maître, tel élève. Le conflit en Belgique existe jusqu'à aujourd'hui entre les Flamands et les Wallons. Ils ne s'entendent jamais. Un Wallon ne peut jamais aller régner chez les Flamands, ni même un Flamand chez les Wallons. C'est pour cela la petite Belgique, ce petit royaume, c'est un État fédéral. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser cette petite histoire, qui est 80 fois moins que le Congo, comme une petite sous-province du Congo, se diriger simplement? Non. C'est tout petit, mais c'est un État fédéral. Pourquoi la Belgique est un État fédéral? C'est pour que chacun se gère chez lui et que tout le monde se rencontre à Bruxelles. Et le conflit a existé entre les Wallons et les Flamands pendant beaucoup d'années. C'est ce qui a même amené
aux accords de paix. Car le pays éclatait chaque fois et était même sur le point de disparaître sur la carte de l'Europe. Ainsi, ils ont eu une idée. Parce que si un flamand veut régner, les Wallons ne vont pas l'accepter. Si un Wallon veut régner, les Flamands ne vont pas l'accepter. C'est comme au Burundi et au Rwanda. Si un Tutsi veut régner, les Hutus sont mécontents. Si un Hutu est au pouvoir, les Tutsis sont mécontents. Regardez, c'est la même image. C'est ce que les colons belges ont transporté en Afrique centrale. Nous jouons histoire hier, nous. Tout ce qui est en train de se passer dans la région des Grands Lacs, c'est parce qu'on a eu des colonisateurs de mauvaise foi, des satanistes, des vrais tribalistes, séparatistes, racistes. Ce sont les Belges. Ils ont transporté le modèle de conflit chez eux, de chez eux, vers le Congo, le Rwanda et le Burundi. Partout où la Belgique a touché, ce ne sont pas des pays qui prospèrent, non. Ce sont des pays minés par des assassinats, des génocides. C'est fabriqué de toutes pièces dans les laboratoires de l'Occident. Même la tribu Banyamulenge, c'est une histoire qu'on a fabriquée chez les Occidentaux. Point barre. Et les Banyamulenge savent très bien, entre guillemets, qu'ils ne sont pas Congolais. Mais on est en train de les forcer à devenir Congolais pour perpétuer la crise de l'Est. Kishiki unikwale ni pate sababu. Afin que les multinationales qui leur donnent l'argent, qui les aident à travers le monde, puissent continuer à voler au Congo. Point barre. Banadjoua bien que bana ba Congolais. Ce sont des robots chronométrés dans le système de Ubwenge, Uhongo, Bongo, mensonge, lies. Banadjoua bote bien. Ce sont des robots au service des multinationales occidentales. Ainsi, le conflit de chez les Belges a été résolu comment? Parce que si un Flamand devient roi, ou bien tout ça, les Wallons ne vont pas l'accepter. Un Wallon devient roi, les Flamands vont le rejeter. Ce conflit avait perduré. C'est pour cela qu'ils sont allés en Allemagne chercher une famille régnante des neutres. Ils ont décidé que pour trouver la paix chez nous, les accords de Belgique, c'est quoi? Que le roi de la Belgique ne soit ni flamand, ni wallon. Qu'il soit quelqu'un de neutre. C'est pour nous souder. C'est ainsi qu'ils sont allés en Allemagne. Vous comprenez? L'esprit des Allemands, les vrais racistes encore, des vrais tribalistes qui ont tué les Juifs, 6 millions, vous comprenez? C'est la même lignée. Des Ariens, bons Ariens. Ils ont amené les gens de la maison des Saxe, Gotha. La maison des Saxe, Gotha, en Allemagne, c'est la maison qui règne sur la Belgique jusqu'à aujourd'hui. La lignée des rois de Belgique, ce ne sont ni des Wallons ni des Flamands. Ce sont des Germaniques, des Allemands. C'est pour cela même dans l'expression, on ne dit jamais le roi de Belgique. Non, ce n'est pas sa terre. Ni Mukuyakuya. La famille des étrangers qu'on a amené seulement en Belgique pour finir le conflit des Wallons et des Flamands. Ce n'est pas sa terre. Je reprends encore. Comprenez pourquoi dans l'expression même, on n'appelle jamais le roi qui règne sur la Belgique et c'est le roi de Belgique. Non, ce n'est pas sa terre. C'est le roi des Belges. Point barre. Il s'occupe de la vie courante des Belges. Mais les propriétaires des terres, ce sont les Belges. Les Wallons ont leur part, les Flamands ont leur part. Ils ne s'acceptent jamais. Ils se tolèrent seulement et se rencontrent à Bruxelles. Point barre. C'est pour cela qu'il a fallu créer un petit État fédéral. Que chacun se gère chez lui. Qu'on se rencontre seulement pour des petites affaires en communauté à Bruxelles.
Et le modèle a marché chez les Belges. Mais le Belge a refusé d'appliquer ce modèle en République démocratique du Congo. Même au Rwanda et au Burundi. Pour finir ces histoires, il fallait qu'on applique ça au Rwanda et au Burundi. Mais par contre, le Belge est venu attiser le feu au Rwanda et au Burundi. Au Congo, il a échoué parce que nous avons 450 tribus. On n'a pas de tribus minoritaires au Congo. Mais au Rwanda et au Burundi, on a des tribus minoritaires. Et d'ailleurs, la vraie tribu minoritaire, c'est les Touas, les pygmées du Rwanda et du Burundi. Mais on les a mis hors jeu. On a privilégié les Tutsis. Pourquoi? Parce que les Tutsis ont été choisis très tôt le matin par le colon belge quand il a pris la tutelle du Rwanda et du Burundi des mains de l'Allemagne. N'oubliez jamais, le Rwanda et le Burundi, plus ce qu'on appelle la Tanzanie aujourd'hui, c'était des colonies de l'Allemagne. Ils se sont retrouvés, ces trois pays-là, sous la tutelle de la Belgique après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Allemagne, après avoir tué les Juifs, a été vomi par presque tous les pays occidentaux du monde. Alors, l'Allemagne était sous punition. On lui a donné toute une grande liste d'interdictions. Interdit de faire une armée, interdit d'avoir des armes nucléaires, interdit. L'Allemagne a été placée sous interdiction qui allait durer même 100 ans. C'est ainsi même, dans la même série de punitions, on a arraché la colonie Rwanda, Burundi et ce qui est Tanzanie aujourd'hui, à l'Allemagne. Ils ont siégé là en Europe. Qui allait prendre ça? On a donné ça à la Belgique. Nous, on était déjà là, Congo à part. Nous étions la seule colonie des Belges. Le Rwanda n'existait même pas. Même le Burundi n'existait même pas. C'était des assemblages de petits royaumes. Il y avait des rois télé, Tubarwa, Tudogo, en train de se donner les coups là de lance. Même à Pikanaka, ils étaient occupés à s'entretuer. Ainsi, la Belgique est allée les organiser dans ce qui est devenu le Rwanda et l'autre c'est devenu le Burundi. C'est pour cela moi je rigole quand un Rwandais ivre, je ne sais pas de caca, un Burundais je ne sais pas ivre d'urine, veut dire aux Congolais que déjà vous avez nos terres, mais nous avons existé avant vous. Il n'y avait rien de l'autre côté. Il n'y avait que des petits royaumes. Ma colline. Là où vous étiez en train occupé à vous entretuer. Pendant que le Congo existait déjà. En 1906. Le Burundi n'existait pas. Le Rwanda n'existait pas. Et même, les Belges ont coupé un grand morceau du Congo à l'est. Pour le donner à ce qui est le Rwanda d'aujourd'hui. Parce que le lac Kivu était à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Le lac Kivu que vous voyez là, c'était à l'intérieur du Congo. Donc, du côté du Congo, même si vous allez du côté de ce qui est aujourd'hui le Rwanda, c'était au Congo. Les Belges ont remodelé la frontière. Qui était là? C'était les Bashi, les Congolais, qui étaient autour du lac Kivu. Une autre partie des Bashi est restée au Rwanda et une autre est restée au Congo. Tout ça, les gens ne comprenaient pas pourquoi le Belge faisait ces histoires. Il était dans ses calculs sataniques pour chercher à mélanger le peuple afin de créer des confusions dans l'avenir qui allait créer le déséquilibre des gens. Ainsi, le Belge a supporté les Tutsis, et au Rwanda et au Burundi. Le Belge a renforcé, parce qu'il avait d'abord rencontré un système de conflit qui existait avant que le Belge n'arrive. Au lieu de trancher, de chercher même un système comme en Belgique, de faire ce qui allait devenir le Rwanda et le Burundi, des États fédéraux, là où les Tutsis allaient avoir leur province,
et les Hutus leur province, au Rwanda et au Burundi, mais ils devaient se rencontrer soit à Kigali si c'est au Rwanda, ou bien à Bujumbura si c'est au Burundi. Non, le Belge n'a pas fait ça. Il les a obligés à vivre ensemble. Il a renforcé la même mise des Tutsis sur les Hutus. Le Belge a mis un système de discrimination négative. Là où les Hutus étaient malmenés, relégués au champ, à la barrière, des gardes, des domestiques, des bons à rien. Les Hutus et les Tutsis, donc j'ai dit les Hutus relégués comme de bons à rien, dans un système injuste de l'apartheid créé par les Belges. Les Tutsis ont eu faveur aux yeux du Belge, et au Rwanda et au Burundi. Point barre. Le Belge s'est intéressé aux Tutsis pour bâtir l'administration. Le Belge nommé. Tous ceux qui est Tutsis doivent aller à l'école. Exceller même dans des écoles de formation, écoles techniques, écoles d'administration. On forme la police, on crée l'armée. La gestion des choses dans le bureau, c'est les Tutsis. C'est le Belge qui était le maître. Point barre. Ce n'était pas la volonté ni des Tutsis ni des Hutus, c'était la volonté du Belge de favoriser les Tutsis. Pourquoi est-ce que le Belge a aimé les Tutsis? Parce qu'ils étaient une minorité. Or, si tu favorises une majorité sur une terre conquise, tu leur donnes une bonne éducation, ils connaissent beaucoup, ça sera une majorité que tu ne contrôleras pas. C'est comme si tu donnes cours aux enfants d'une rivale ou bien d'un rival. C'est comme si tu fais la promotion de tes ennemis qui seront très nombreux à connaître. Et en retour, ils vont te combattre. Regardez le système. C'est pour cela que beaucoup d'Européens, même la France le fait dans les pays que la France a colonisés. Nous sommes en train de parler de la Belgique. Ils ont cette politique de blocus, d'imbécilisation de majorité et de faveur de la promotion des minorités. Que la minorité ait tous les moyens, qu'on donne à la minorité tous les moyens pour qu'ils puissent contrôler ces majorités pour nous. Ainsi, le Belge a commencé à bâtir un volcan au Rwanda et au Burundi, qui allait exploser après beaucoup d'années de colonisation. Ainsi, le Belge a renforcé la haine entre la majorité des Hutus, qui étaient relégués à des postes inférieurs, à des travaux manuels, à des champs, donc des bêtises là-bas. Ils se regardaient en chaîne de faïence. Automatiquement, le ravin a été agrandi. En tant que minorité, même s'il y avait une guerre civile, les Hutus allaient tabasser les Tutsis, parce que les Tutsis étaient 10%, et au Rwanda et au Burundi. Mais le Belge protégeait les Tutsis et au Rwanda et au Burundi. À un moment de l'histoire, à un moment donné de l'histoire, il y a même des gens en Europe, voyant les conflits qui existaient entre le Rwanda et le Burundi. Donc le Rwanda, le Burundi, au Rwanda et au Burundi, entre les Tutsis et les Hutus, je veux dire, avaient même proposé que pour finir ce conflit idiot, pourquoi ne pas prendre ces deux petits pays? Vous prenez tous les Tutsis, par exemple, vous les mettez au Rwanda. Vous prenez tous les Hutus, vous les mettez au Burundi. Point barre. C'est-à-dire que les Tutsis est un État à part. C'était un projet déjà sur lequel on voulait travailler. Il y avait des gens qui avaient proposé, les gens de bonne volonté, que pour finir cette tuerie, cette haine entre les Tutsis et les Hutus, il y a deux petits pays, le Rwanda et le Burundi. Prenez par exemple le Rwanda, prenez tous les Tutsis, vous les mettez au Rwanda. Point barre. Vous ouvrez la porte. Tous les Hutus, allez au Burundi, vous devenez des Burundais. Il y aura frontière au milieu, chacun avec un État. Il n'y aura rien. La Belgique a refusé. C'est une proposition des hommes des droits de l'homme. La Belgique a refusé.
qu'ils restent dans cet enfer, enfermés là-bas, et que la majorité chie et pisse là-bas sous les mains de la minorité. Ainsi, le Belge a travaillé le système de haine, de Tchouki, convenablement, bien rodé à partir de Bruxelles. Les Hutus, en tant que majorité, ne rêvaient que d'une occasion pour se venger, pour montrer qu'ils sont aussi des êtres humains, qu'ils ne sont pas des animaux, qu'ils ont aussi le sentiment humain, qu'ils sentent le mal. Quand vous jetez la salive sur eux, quand vous les tabassez, vous les donnez des coups de fouet. Parce que la police était dans les mains des Tutsis, l'armée dans les mains des Tutsis. Les Tutsis tuaient les Hutus facilement. Les Hutus étaient majoritaires, et au Rwanda et au Burundi, mais dans un état de terreur. Un petit problème, on va te tabasser. Les policiers sont des Tutsis, les gens de l'armée sont des Tutsis. Dans le bureau, il n'y a que des Tutsis. L'engagement là-bas, on ne peut pas te prendre au boulot. On prend les Tutsis. Moutou, tu vas demander. Il faut avoir beaucoup de chance. Si tu es domestique, dans la maison d'un Tutsi par exemple, tout le monde n'est pas mauvais. C'est ce Tutsi-là qui peut aller plaider pour toi quelque part, pour qu'on puisse amener tes enfants Hutus dans une bonne école, ou bien qu'on puisse donner à ton enfant un poste quelque part là-bas, un membre de ta famille, de petites faveurs là-bas. Donc les Hutus, c'était comme s'ils ne méritaient rien. Tout ce qu'on pouvait leur donner, c'était des animaux. On pouvait déjà seulement les favoriser. Kubuluma. Or, ce n'était pas comme ça. Le Belge a renforcé la haine. C'était sa stratégie pour paralyser ces deux petits pays. Et paralyser la majorité des Hutus. À qui il a donné la responsabilité aux Tutsis. Ce qu'il avait oublié, c'est qu'un jour allait venir. Et que l'Afrique allait se réveiller. Et ce jour est arrivé pendant la période des indépendances. Ce n'était pas seulement l'affaire des Rwandais et des Burundais. Même au Congo, on a eu des Lumumba. Partout, il y a eu des leaders charismatiques qui réclamaient le départ des Blancs. Sans entrer trop dans les détails, parce que je ne suis pas ici pour parler du Rwanda et du Burundi aujourd'hui. Si vous voulez, je reviendrai très bien. Je donnerai même cours aux Rwandais, aux Burundais, même aux petits Banyamulenge à qui on est en train de tromper. Le problème du Congo, c'est quoi? Nous avons des aventuriers au pouvoir. Nous avons des aventuriers au pouvoir qui sont en costume, qui ne disent rien, qui vendent le Congo. Point barre. Comprenez pourquoi on truque toutes les élections du Congo. Nous sommes très nombreux et très intelligents, nous les Congolais. Mais qui nous combat? Ce ne sont pas les Rwandais directement, ni les Burundais, ni les Ougandais. Ce sont des petits peuples d'ailleurs, qui étaient en arrière. Le Congo était en avance sur le plan de civilisation. On était en avance. Il y a des Rwandais qui entraient au Congo pour voir certaines histoires. Pendant que nous, on évoluait déjà bien. Les Rwandais étaient en retard. Et les Burundais sur le plan de la civilisation. Beaucoup d'histoires au Rwanda et au Burundi. Ce sont nos grands-pères et nos pères, nous les Congolais, qui sont allés construire beaucoup d'histoires. Le Rwanda et le Burundi dépendaient du Congo. Il y avait même l'argent du Congo, l'argent des mines, des forêts, caoutchouc qui sortait du Congo. À la sueur de nos ancêtres. Pour aller construire des quartiers, des systèmes d'irrigation, régie des eaux, électricité au Rwanda et au Burundi. Ils n'ont pas de richesses. Ce sont les richesses du Congo, les câbles, les fers, l'uranium, tout. On prenait au Congo pour construire le Rwanda et le Burundi. Dans cette collectivité que le Belge a appelée Congo, Rwanda, Urundi, avec une même monnaie, le même timbre. Donc le Rwanda et le Burundi dépendaient du Congo. Point barre. La vraie vérité indiscutable. Mais c'est la mauvaise foi du colon qui a amplifié la haine entre les Tutsis au Rwanda et au Burundi et les Hutus.
jusqu'à ce que la période des indépendances est venue. Le Belge devait faire quoi? Plier bagages et partir dans les 3 pays qu'il supervisait. Au Congo, le Belge devait partir, au Rwanda, il devait partir, et au Burundi, il devait partir. On laisse le Congo dans un coin. Au Rwanda, le départ des Belges allait entraîner quoi? L'insécurité de la minorité des Tutsis, qui était Mapeka. Parce qu'ils étaient protégés par la puissance coloniale belge, qui dictait la conduite des Tutsis. Mwenjo Bachefou. Point barre. Les Tutsis étaient amenés en Belgique en stage. Les Tutsis rwandais et burundais, on les amenait en Belgique faire des stages, étudier même pour être des enseignants, des directeurs afin de revenir au Rwanda et au Burundi gérer la majorité des Hutus. On a privé la connaissance approfondie aux Hutus. On a fermé même les portes des écoles techniques, des écoles d'administration, des emplois nobles aux Hutus. Babakie mu mashamba, babakie mu pori, bo atanza gorimaka, chito konakuria. Les Tutsis étaient contents, je ne sais pas pendant combien d'années, mais ils ont vu maintenant la réalité en face comme ça. Le jour où le Belge devait fuir le Congo, le Rwanda et le Burundi sous la pression des indépendances. Ainsi, les Tutsis automatiquement au Rwanda et au Burundi sont restés des orphelins, plus de protection. Vous comprenez? Alors, l'indépendance au Rwanda et au Burundi ne devait pas être soft, douce, civilisée. Non, ça devait être une vengeance. Quand le Belge a plié bagage avec ses valises, il est allé à l'aéroport dans son avion de Sabena pour rentrer chez lui. Il a laissé le feu derrière lui, au Rwanda et au Burundi. Là où, dans son ingéniosité satanique, il avait réussi à créer 2 petits pays, deux petites sociétés démoniaques, avec du feu des volcans, qui n'attendaient que l'absence du Créateur pour que chacun puisse maintenant agir librement. Ainsi, les Tutsis maintenant étaient face à la vraie réalité. Nous sommes moins nombreux, nous avons tout mangé avec les Belges, nous avons occupé de bonnes écoles, de bons emplois. Tous les privilèges, c'était nous avec les Belges. Et maintenant que le Belge est en train de partir, c'est la période de l'indépendance. Les Tutsis se sont sentis plus orphelins que les Hutus. Les Hutus applaudissaient. Bato Kebende. Tout à ce qu'ils en ont bien, nous allons récupérer nos droits que vous nous avez privés pendant beaucoup d'années. C'est ainsi qu'au Rwanda et au Burundi, leur indépendance a rimé avec quoi? Guerre civile automatique. Normalement, scientifiquement parlant, clairement, qui devait gagner cette guerre? La majorité. C'est le grand nombre qui écrase, qui tabasse même dans un combat la minorité. C'est ainsi que la minorité, et au Rwanda et au Burundi, qui était composée de Tutsis, qui n'avaient plus maintenant le privilège du Satan de Bruxelles. Les Tutsis s'étaient sentis affaiblis. Ils ont commencé à fuir maintenant. C'est ainsi que les Tutsis ont fui pour se répandre dans le monde. À partir des années 1958, 59, 60, 61, 62, c'était l'égir. La fuite des Tutsis du Rwanda et du Burundi, parce que le maître n'était plus là-bas. Le maître ne contrôlait plus rien. Les Hutus étaient trop nombreux. Donc, c'était maintenant le temps de déverser toute leur colère de beaucoup de décennies contre leurs propres frères dans un même pays qui avaient accepté de rester avec l'homme blanc, de prendre le côté de l'homme blanc pour le faire souffrir. C'était le temps des vengeances. Murtufanyaka ivi, murtupikaka, muranza kutuwaka, muranza tutemaka mate mukinywa, muranza tumaka makazi, muranza kutukatareka mamasomo, muzungu leo anenda mutanyamba. C'était ça.
Qui a créé ça? L'homme belge. Les Tutsis répandus maintenant comme des réfugiés dans beaucoup de pays du monde, en Afrique, en Europe et plus loin. Même au Congo, vous comprenez? Deuxième vague. D'abord, c'était la vague, la première, que le Belge a menée pour travailler dans les mines et les sociétés du Congo. Car chez eux, c'était deux petits pays pauvres qui ne pouvaient pas, là où on ne pouvait pas créer beaucoup d'emplois. Un sol et un sous-sol pauvre. Le Belge a vu que on ne va pas satisfaire ces gens. Comme je contrôle le Grand Congo, le Rwanda et le Burundi, je peux prendre les Rwandais et les Burundais pour les amener là où il y a du boulot, c'est au Congo. Le Belge a profité dans ce processus, qui était un processus là-bas, d'aller donner du boulot qui n'existait pas au Rwanda et au Burundi, à ces gens là-bas, surtout les Tutsis. Vous comprenez encore le jeu? Le Belge n'amenait jamais beaucoup de Hutus chez nous, parce que nous sommes les Bantous, les Hutus. Or, l'idéologie de Belge, c'était de nous exclure, nous les Bantous, de la promotion, du bonheur, de la liberté, de l'intellectualisme, donc des bonnes choses. Le Belge nous a détestés. Nous les Bantous, au Congo, on nous appelle Bantous. Au Rwanda, le Bantou, c'est Mohutu. Au Burundi, Bantou, c'est Mohutu. On était sous le talon des Belges. Le Belge nous a détestés, nous. D'avance. Ainsi, il a tout fait contre nous. Et au Rwanda, au Burundi, même au Congo. En transférant les Rwandais, les Burundais, tous et surtout, pour venir travailler. Ce sont les leurs protégés. Au Congo, première vague. L'indépendance est venue. Guerre civile au Rwanda et au Burundi. Les Hutus ont pris le terrain maintenant. Les Tutsis étaient maintenant des exilés. Parmi les pays d'accueil, c'est le même Congo. Encore. Pendant ce temps, nous, on ne s'intéressait pas à ce qui s'est passé au Rwanda et au Burundi. Beaucoup de nos grands-pères et de nos pères ignoraient même. Il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication. On avait peu d'informations. Du mal, du satanisme que le Belge avait érigé dans les collines de ces deux petits pays-là. Mais moi, je me souviens, quand j'avais 5 ans, avant que je n'entre à l'école primaire à Kolwezi, on avait amené des Rwandais burundais, qui étaient même nos voisins. Quand tu ouvres notre barrière comme ça, de l'autre côté, c'était des Burundais. Le papa était Burundais Mohutu, mais c'est aujourd'hui que, après le génocide du Rwanda, c'est quand j'ai commencé à me remémorer. Oh, l'homme là-bas, donc c'était un Burundais Mohutu. Sa femme, c'était une Rwandaise Mutusi. Je vois même la forme de cette maman. Leurs enfants, c'était 2 filles, dont je ne vais pas citer le nom, qui étaient nos camarades de jeu. Mon grand frère jouait avec l'aînée, la fille de ce couple là-bas de Tutsis. Moi, j'ai joué avec la deuxième qui était la cadette. Il n'avait que 2 filles. Moi aussi, j'étais mon grand frère et moi. On était un peu plus âgés que ces 2 filles-là. On les avait amenées par camion là-bas, leurs meubles, on leur a donné une maison en face de nous. Ils ne préparaient que les haricots, les pommes de terre. Parfois, ça se brûlait là-bas. Ils ne savaient rien d'autre. C'est ma maman qui allait souvent visiter cette maman rwandaise Mutusi pour lui dire ce qu'il faut faire. Et l'ensemble des mamans congolaises bantoues ont commencé à visiter cette famille pour leur dire ce qu'on mange. Les Burundais, les Rwandais, la majorité ne mangeaient pas le sombe, le foufou. Sombe. Beaucoup de Rwandais ont appris qu'on mange le sombe fait de manioc au Congo. Moulenda, Ngaï, Matembele. On ne mange pas ça au Burundi, même jusqu'à aujourd'hui. Les Burundais ont commencé à manger beaucoup d'histoires, même les Rwandais, aujourd'hui. C'est à cause de cette guerre. Beaucoup de Congolais qui fuient l'Est du Congo, qui deviennent réfugiés.
au Rwanda et au Burundi, en Tanzanie, même au Kenya, même en Ouganda. Les Congolais ont amené une autre culture culinaire, pichi, mafika. Ce sont les Congolais qui ont appris aux Rwandais que ces légumes se mangent. Il y a d'autres légumes, quand vous arrivez au Rwanda et au Burundi, ce sont des fleurs. Tout le monde passe. Le jour où le Congolais est allé là-bas, on dit, hey, ici n'ingaïngaï. Vous avez ces histoires, mais on mange ça. Les Burundais et les Rwandais étaient en train de s'étonner. Allez demander l'histoire là-bas. C'est ça l'homme belge. Les Burundais, les Rwandais, de préférence Tutsis. Vous comprenez pourquoi c'était les Tutsis qui étaient venus chez nous pendant la période des indépendances. Car ils ont fui les bêtises dans lesquelles ils étaient trempés chez eux par le maître satanique du royaume de Belgique. Le Congo a reçu un grand nombre. Pourquoi? Car d'abord, d'avance, on était dans un grand club de Congo, Rwanda, Urundi. Il y avait une sorte d'alliance. Il y avait trop de places au Congo. C'est un grand pays là où on ne peut jamais te chasser. Trop de forêts, tu peux venir t'installer. Et je me souviens quand on présentait l'examen d'État, dans les années 80, quelques début 90, il y a une phrase qui revenait comme exemple quand l'inspecteur chargé de vous montrer comment est-ce que vous allez cocher les réponses dans vos notes de l'examen d'État, entrer dans la classe. Il y avait une phrase qu'on donnait chaque fois. Le Zaïre, c'est un pays hospitalier. Point. C'est-à-dire un pays qui a beaucoup d'hôpitaux, un pays qui accueille les gens facilement, un pays... Bon, beaucoup d'histoires là-bas. C'était un exemple d'examen d'État. Le jour de l'examen d'État, avant de commencer, l'inspecteur passait, il lisait pour nous montrer le modèle afin d'éviter les erreurs. C'est simple. Le Zaïre, c'est un pays hospitalier. Point. C'est-à-dire, ce n'est pas un pays qui a beaucoup d'hôpitaux. C'est un pays qui accueille tout le monde facilement. C'est ça la vraie réponse. On nous a montré comment il faut cocher. L'inspecteur est parti. Cette phrase retournait chaque fois. Les gens nous ont dit avant nous. Cette phrase existait pour ceux qui sont allés présenter les examens d'État avant nous, même après nous. Nous avons toujours été un pays hospitalier. Le seul pays là où l'immigration presque n'existait pas au temps de Mobutu, c'est le Congo. Le seul pays là où un Rwandais, Burundais, Tutsi ou Hutu, nous on s'en foutait, nous on ne connaissait pas ces histoires. On commence à pointer sur ces histoires. C'est la crise de l'Est créée par Bill Clinton, qui a créé le génocide du Rwanda pour retourner les Tutsis par la force encore. Non pas démocratiquement. Le secret c'était quoi? En démocratie, un Hutu sera président du Rwanda et de Burundi jusqu'à la fin du monde. Tout le Parlement sera dans les mains des Hutus. Toute activité politique sera remportée la main haute, à 80 ou bien 70% par les Hutus. Or, Bill Clinton, américain, sur conseil de la Belgique encore, est allé au Rwanda créer le génocide de toutes pièces. C'était la seule raison qui allait légitimer le pouvoir éternel des Tutsis. Point barre. Comprenez pourquoi Abiyarimana n'avait pas un problème. Tout ce qu'on disait à Abiyarimana de faire à Arusha, Abiyarimana a tout signé. Car Abiyarimana était confiant. Ce sont nos frères. Qu'ils reviennent au Rwanda. Abiyarimana était sûr, ils seront toujours moins nombreux. Dans n'importe quelle élection, nous allons toujours les battre dans les urnes. Donc les Tutsis ne représentaient jamais une menace. Et au Burundi, et au Rwanda, parlons du cas du Rwanda, contre les Hutus. Non, qu'on ne vous trompe pas. Un dixième ne peut jamais battre 9 dixièmes. Dans n'importe quelle activité. Tout ce qu'on est en train de vous donner comme les news, moi je vous explique avec les termes de l'école primaire. J'ai déjà lu une cinquantaine de livres sur le génocide du Rwanda. Qu'on ne vous trompe pas.
C'est l'Amérique qui a créé ce génocide pour installer la minorité Tutsi au pouvoir par la force, en imposant la charge de la culpabilité de soi-disant tuerie à la majorité. C'est pour les exclure pendant beaucoup de décennies du jeu du pays encore. La même méthode des Belges, là où il faut gérer le Rwanda ou bien le Burundi en excluant les Hutus du jeu, pour que les Tutsis contrôlent les Hutus. Point barre. Clinton est venu avec cette histoire sur conseil des Belges. Dans le génocide du Rwanda, ne vous êtes-vous jamais posé la question, la Belgique était de quel côté? Non pas du côté des Hutus, non. La Belgique était du côté des Tutsis. Car beaucoup de choses n'étaient pas connues des Américains. Les Américains n'ont jamais colonisé des pays en Afrique. Hein? Comme on a seulement quand on veut comprendre bien, c'est un petit jeu. L'Amérique n'a pas l'expérience des colonies. Donc si l'Amérique est parvenue à créer un autre volcan au Rwanda, c'est sur conseil de Bruxelles, qui connaissait et qui connaît bien le Congo, Rwanda, Urundi. L'Amérique, c'est le business qui l'a amené en Afrique centrale, la région des Grands Lacs, point barre. Début des années 1990, c'était la période de l'électronique commerciale. L'électronique avait toujours existé, mais dans les années 90, on devait vulgariser ça, répandre ça. Ça demandait beaucoup de matières premières. Et il s'est fait que, devant Dieu et les hommes, c'est la République démocratique du Congo qui a 80% des matières au pluriel, dont le monde entier allait se servir pour fabriquer des gadgets électroniques. Point barre. Or, l'Amérique ayant mis KO l'URSS, était restée la seule maîtresse, ou bien le seul maître, entre guillemets, sur la surface de la Terre. L'Amérique n'avait plus de concurrents. Personne ne pouvait lui dire non. C'est ainsi que l'Amérique a trouvé l'opportunité d'aller sur les terres qu'il n'a pas colonisées. Les terres des Belges, pour jouer son sale jeu. Et comme les Blancs respectent le territoire de chacun, l'Amérique ne devait jamais venir faire de bêtises au Congo, Rwanda et au Burundi sans passer par Bruxelles. Tout ce qu'on a fait au Rwanda génocide, c'est avec l'assentiment, l'accord de Bruxelles. Vous allez me demander pourquoi. Parce que la Belgique, c'est un tout petit pays pauvre. La Belgique est impuissante devant la France. Le problème qui était là, c'était quoi? La France, depuis les années 60, au début des années 70, des années 70, dans le français des Belges, 1970, la France a trop de moyens, c'est une puissance devant la Belgique. La France a déployé sa diplomatie France-Afrique. Ainsi, la France a réussi à s'accaparer du Rwanda, du Burundi et du Congo-Zaïre sur le plan diplomatique. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. La raison, c'est quoi? Le conflit belgo-zaïrois. Le régime de Mobutu n'était jamais en bon terme avec les Belges. Les Français ont profité. Mobutu était plus francophile que belgophile. Mobutu était ami de la France que de la Belgique. Et comme c'est Mobutu qui contrôlait et le Congo-Zaïre, et le Rwanda, et le Burundi, selon l'Union européenne, OTAN, c'était Mobutu qui était le chef de la région des Grands Lacs. Ainsi, Mobutu contrôlait Habyarimana et tous les présidents du Burundi. Le rapport du Rwanda et du Burundi arrivait à Kinshasa, à Mongalia, ou bien à Badolite.
C'est Mobutu qui représentait ces deux petits pays-là. C'était comme ça. Très bien, sans discussion. Dans les années 90, la France avait déjà établi une ascendance dans la région des Grands Lacs, devant même la Belgique. La Belgique, n'ayant pas de moyens, ayant une diplomatie qui ne marchait pas très bien, était trop loin derrière la France. C'est la France qui était comme l'ami de Mobutu, d'Abiyarimana et du président burundais, tous les présidents, les Bagaza, les Buyoya qui venaient, tous préféraient aller en France, à Paris, qu'à Bruxelles. La Belgique était donc reléguée dans un coin. Elle regrettait d'avoir perdu le contrôle diplomatique de ses anciennes colonies. Et la Belgique ruminait une revanche, une vengeance. France, toi tu verras, tu m'as arraché mes territoires. Le président du Rwanda, Burundi et surtout, coaché par le président du Zaïre, Mobutu, Congo, n'écoute que la voix de Paris. Il n'écoute plus la voix de Bruxelles. La Belgique attendait une opportunité historique, politique, pour se venger contre la France, qui venait de lui voler son précaré. Ainsi, cela est tombé comme une chance dans les années 90. Après la chute de l'URSS, c'était la période maintenant de la vulgarisation de l'électronique. Or, l'Amérique n'avait plus de concurrents devant lui. Ainsi, l'Amérique était décidée à descendre maintenant sur le terrain de la région des Grands Lacs, là où se trouvait la source de 80% de toutes les richesses qu'on utiliserait pour l'électronique, c'est au Congo. Il fallait déjà contrôler le Congo. C'est la décision de l'Amérique. Et comme c'est le précaré de la Belgique, il fallait passer par Bruxelles. Bruxelles était content de voir maintenant qu'un grand frère, superpuissance, est venu le contacter pour s'emparer maintenant du territoire qui était dans les mains de qui? Des Français. Le génocide du Rwanda, c'est quoi? C'est le combat de l'Amérique et de la Belgique d'un côté pour ôter la France de la région des Grands Lacs. Point barre. Même si on te posait une question partout. La crise de la région des Grands Lacs dans les années 90, c'était le combat de la Belgique et de l'Amérique dans un bloc pour chasser la France dans la région des Grands Lacs. Car la France s'était imposée dans la région des Grands Lacs à travers sa diplomatie France-Afrique. Point barre. Non, non, bien. Tu passes même aux examens d'État, tu deviens un grand politicien. Comment on va comprendre le début? Tu sauras maintenant, tout ce qu'on vous raconte, tu vas comprendre facilement. Comprenez pourquoi il y a eu Opération Turquoise. C'est la France qui luttait pour bloquer l'Amérique et la Belgique. Vous n'allez pas m'ôter de la région des Grands Lacs, là où je suis en train de contrôler le Zaïre, le Rwanda et le Burundi. J'ai accès à des minéraux. J'ai signé des contrats juteux avec le Zaïre. C'était ça le combat. La Belgique était contente maintenant que France, au Zoui maintenant, moto azana makasi ko le kayo. Au Kobima, na région des Grands Lacs, au Kokende na Paris. C'était ça le combat. Ainsi, toutes les puissances, les trois, avaient leurs cartes dans leur sac à dos magique. Automatiquement, comme déjà la réalité sur terrain, la France était en train de pactiser avec les Bantous du Congo. La majorité, nous sommes des Bantous. Abiyarimana, c'était un Bantou. Même au Burundi, là-bas, même s'il y avait des Tutsis, mais tout ça. Automatiquement, l'Amérique devait pactiser avec le contraire des Bantous. Comme la France utilise les pions Bantous pour garder son territoire, l'Amérique est venue aussi
avec une idéologie. Moi, je vais utiliser le contraire des Bantous. Moi, je vais utiliser les Nilotiques, Hamites, les Tutsis. La France et l'Amérique sont venus se faire la guerre par procuration. Et l'Amérique a gagné cette guerre, pourquoi? Parce que l'Amérique a un Kolo Mokili. Même à l'ONU, partout. L'Amérique a fermé les robinets du développement de la sécurité militaire, économique, sociale du Rwanda d'Abiyarimana. Le Rwanda était déjà esselé, poussé dans un coin. Plus de coopération militaire, embargo sur les armes, embargo économique, tout ça. Le Rwanda était déjà mis dans un coin par Bill Clinton, qui a corrompu la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, toutes les institutions occidentales sont dans la maison de Washington. Ainsi, Bruxelles applaudissait. Maintenant, je vais récupérer ma place en Afrique centrale. Ainsi, l'Amérique, aidée de certains pays, ont commencé à rassembler tous les Tutsis éparpillés dans le monde comme des réfugiés, afin de les organiser quelque part. C'est l'Amérique qui allait payer la facture en première position pour les envoyer comme des chiens policiers aller mourir quelque part là-bas pour que l'Amérique puisse occuper le terrain avec la petite Belgique derrière. Toi, un de Moukouba, toi, un de Foucault France. C'était ça le jeu. L'Amérique a utilisé les agences de réfugiés, même les agences de l'aide, USAID, pour recenser les Tutsis et les amener en Ouganda. Avec l'argent de l'ONU, la Croix-Rouge, tout ça, c'est comme si on amenait ces histoires-là dans des conteneurs. C'est pour aider un peuple qui est en détresse. Mais on amenait ça en Ouganda, dans des forêts, pour entraîner militairement une minorité tutsi que l'Amérique était décidée de lancer sur Kigali, afin de contrôler Kigali. La Belgique le savait très bien. C'était ça, le combat qui était là. Et pendant ce temps, la guerre a commencé le 1er octobre 1990. Voilà. 1990. Les Américains étaient derrière, en Ouganda, bien. Les commandos américains, les instructeurs militaires américains étaient en Ouganda physiquement. Quand l'APR, l'armée patriotique rwandaise, a lancé sa première cartouche, pan, à la frontière pour maintenant entrer au Rwanda. Les Américains ont accompagné les Tutsis. Nous allons prendre ce pays. C'est nous qui sommes derrière vous. Nous allons vous soutenir sur tous les plans. Ainsi, les Rwandais ont été envoyés pour aller mourir. Les Américains étaient conscients très bien que c'est une petite minorité que nous sommes en train de pousser pour aller rencontrer la majorité de 90%. Ça ne sera pas cadeau. Il y aura un clash, mais les Noirs sont des animaux. Ils vont s'entretuer pour notre bénéfice. Nous, les Blancs. Point barre. Et les ennemis d'en face, les Hutus, étaient déjà désarmés. Quand il n'y a plus de coopération militaire, c'est-à-dire l'armée d'Abiyarimana n'était plus autorisée à se payer des armes, à inviter même les inspecteurs, entraîneurs de l'armée. Pas. Sur le plan économique, l'Amérique a donné des ordres par écrit à la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, donc même l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, même les médicaments, de ne plus servir le Rwanda. Ainsi, la monnaie du Rwanda d'Abiyarimana est tombée. Les cours du cacao, même du café. Les Rwandais ont le café, pommes de terre et du thé. L'Amérique a interdit aux gens d'acheter le café et le thé des Rwandais, qui étaient leur source de devises. Mais pendant ce temps, l'Amérique a provisionné les Tutsis de beaucoup d'armes qui descendaient à l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda, et les accompagnait même avec des camions à la frontière, attaqués. Donc, les Hutus se sont retrouvés en tant qu'une majorité dépourvue de moyens de guerre. Point barre.
Les Tutsis, une minorité, accompagnée par les Ougandais aussi. Les Banyankole, qui sont les Tutsis de l'Ouganda, étaient en train de faire la guerre. Ainsi, ils ont pris presque la moitié du territoire rwandais. 1990, 91, 92, 93, la moitié du Rwanda était déjà dans les mains des Tutsis. Et pendant ce temps, la haine a recommencé encore. Vous comprenez l'histoire? Et c'est pendant cette période de haine que les Tutsis étaient aussi malins. Nos frères sont en train de venir. Ils ont déjà pris la moitié du territoire rwandais. Que faisaient les Tutsis? Les Tutsis fouillaient. Ils fouillaient, ils refusaient d'habiter du côté de Kigali qui était encore dans les mains des Hutus. Peut-être pour se préserver des injures, des tabacs, on peut même les tabasser. Donc, le conflit était maintenant clair, attisé par l'Amérique et la France. Ainsi, beaucoup de Tutsis fouillaient pour chercher à traverser la ligne de front afin d'aller habiter là où les Kagame ont déjà pris la moitié du pays. Ainsi, ils entraient même au Congo. Un Tutsi qui quitte Kigali, ils entrent au Burundi, ils entrent au Congo, Kalemi, tout ça, ils contournent pour aller en Ouganda, il revient, il habite. C'est pour cela le chiffre qu'on nous donne pour le génocide du Rwanda, c'est un mensonge. Beaucoup de Tutsis avaient déjà fui. Lisez les livres politiques. Ce sont des mensonges. Les Tutsis avaient déjà fui la majorité. Car le conflit a fait au moins 3 ans et demi. Point barre. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? On avait obligé aux leaders Hutus au pouvoir à Biarimana et les Kagamistes Tutsis d'aller se rencontrer en Tanzanie à Arusha pour leur faire signer des papiers afin de faire entrer la démocratie au Rwanda. C'était la période de démocratie un peu partout en Afrique. Après le sommet de la Baule. La Baule, c'est une petite cité là en France, là où François Mitterrand avait rassemblé beaucoup de présidents. On avait poussé Mobutu à organiser la conférence nationale souveraine pour faire entrer la démocratie au Zaïre. Partout, même les Rwandais, organisez-vous, tout ça. C'est quand les Tutsis ont profité sous le coaching des Américains. Il faut qu'il y ait démocratie au Rwanda. Les Hutus n'étaient pas résistants, ne voyaient aucun problème. Nous sommes toujours la majorité. Démocratie, c'est-à-dire quoi? Les élections libres et personnelles. Démocratie, c'est-à-dire quoi? La loi de la majorité. C'est ce que veut la majorité dans les urnes qui va se faire. Or, nous les Tutsis, nous sommes 90%. Nous allons toujours gagner. Les Tutsis étaient à l'aise. Si je dis Tutsis, je me trompe. Or, nous les Hutus, nous sommes 90%. 90%, les Tutsis sont 10%. Donc les Hutus étaient à l'aise. Ils allaient gagner sans un coup de feu. Pourquoi je suis en train de vous dire toutes ces histoires, selon mes recherches dans les livres? C'est pour ôter de votre tête cette philosophie mensongère des Américains et des Européens que le génocide était préparé. Non. Les Tutsis ne voyaient jamais dans les Hutus un danger. Ni bantu kama ni 10 beko na kwa kule. Shituku 90. Awata tupika katana makofi. Ata tuende kwa élection. Aina danger. Les Tutsis allaient représenter un grand danger contre les Hutus. S'ils étaient au moins 50%, ils allaient se battre, ou bien 40%, hein, tout ça. S'il y avait beaucoup de tribus au Rwanda, hein, c'est-à-dire, il fallait faire des alliances pour faire tomber les Hutus. Non, les Hutus étaient toujours majoritaires. Sur base de ce que je viens de vous raconter, c'est très simple. Les Hutus n'avaient aucune idée de tuer les Tutsis, non. Car le monde entier poussait le président d'Afrique maintenant. Fini la période de président militaire. Eh bien, c'était un militaire. Mobutu, c'était militaire. Les Bouyoyara du Burundi, c'était des militaires. Entrez maintenant le civil, le système des civils dans vos pays. Les militaires qui veulent peuvent jeter leur soukoutou, leur camouflage, pour continuer. Très simple. C'est pour cela que
Ils allaient à Arusha pour signer des accords. Qui compliquait les histoires à Arusha? Ce ne sont pas les Hutus. C'est les Américains qui compliquaient les choses. Voyant que les Tutsis seront toujours tabassés sur le plan démocratique. Non. Ils seront toujours perdants sur la démocratie. Sur le plan démocratique, les Tutsis seront toujours perdants jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est ce qui a créé une inquiétude dans le chef, la tête des officiels américains et belges qui ont vu que leur plan allait échouer. Le plan d'imposer les Tutsis au pouvoir. Si c'est démocratiquement, ils vont échouer. Il fallait maintenant y aller d'une manière antidémocratique. De là, les assassinats maintenant. Tuer, donc créer une catastrophe pour chasser les Hutus comme des animaux, afin qu'ils laissent la place aux Tutsis. C'est ça même la signification du mot génocide du Rwanda. Ça a été créé dans les laboratoires de l'Occident, avec Bill Clinton comme le pion majeur à la Maison Blanche. Il existe même des images satellites qui filmaient le mouvement des troupes. L'Amérique n'a jamais voulu montrer ça. C'est secret défense. Peu de personnes ont eu accès à ces images satellites. Ça raconte autre chose que ce qu'on est en train de nous dire. Les Hutus avaient comploté, il y avait Akazu. Ce sont des mensonges. Le mouvement des troupes, mensonge. Comment est-ce que les Hutus ont fini par prendre les coupes-coupes et les machettes en main? C'est parce qu'ils n'avaient plus d'armes. L'embargo avait fait maintenant 4 ans. 4 ans, ils étaient en train de faire quoi? De se battre. Il y avait 4 ans de guerre avant qu'on tue Abiyarimana. C'était 4 ans de guerre. La grande armée des Hutus utilisait les munitions et restait avec des armes sans munitions. Amuna Massage Tena, Inaïcha. Et le Rwanda, c'est un petit pays pauvre. Ce n'est pas comme le Congo, là où vous pouvez creuser du diamant quelque part dans un coin dans la forêt. Vous allez même aller en catimini pour acheter des armes de contrebande. Non. Le Rwanda, c'est une petite boule contrôlée facilement par les espions américains. C'est ce qui a justifié que les Kagame venaient avec des armes sophistiquées, bien, avec des munitions, leur données par Washington, Canada, beaucoup de pays de l'Union européenne et surtout de l'OTAN, amener des grands avions là-bas. Comment est-ce qu'on les appelle? Les Libumundunda, ça descendait en Ouganda. Les Kagame avaient tout. De l'autre côté, les Hutus, abiarimanistes, n'avaient rien. Comprenez pourquoi? C'est quand la guerre maintenant est arrivée au chaud. Comment ça? Les Américains ont vu qu'ils ont essayé toutes les tactiques pour faire tomber les Hutus, mais les Américains ont échoué. La France aussi était là pour surveiller l'Amérique. Je te connais, aigle de Washington. Tout ce que vous allez faire, nous les Français, nous serons des témoins. Ça va se savoir. La France gênait la mafia américaine et belge dans ce combat-là. Comprenez, la France avait dit, moi je ne peux pas m'en aller comme ça. La France a proposé une idée. Vous dites que les Américains, vous venez pour la paix. Et vous les Belges. C'est très simple. Nous tous, nous voulons la paix. Comme il y a des guerres, est-ce qu'on ne peut pas séparer ces deux peuples pour qu'ils cessent de se battre? C'est pour cela que la France est venue avec une idée géniale de l'opération turquoise. C'est-à-dire quoi? Faire parachuter les paracommandos français, la Légion. Ça saute au Rwanda, ça divise le Rwanda en deux. Toujours dans la perspective de chercher la paix, qu'il n'y ait pas de massacres, des assassinats pendant cette période trouble de conflit. C'est-à-dire les Français parachutent.
à un point donné là-bas, ils occupent le milieu du Rwanda quelque part, sur un point. Ils font passer les Hutus derrière et les Tutsis devant. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous visiter. Nous allons vous faciliter. C'est pour qu'il y ait paix. L'Amérique a vu que la France est en train d'empêcher la catastrophe. Or, moi, Amérique, je veux qu'il y ait catastrophe. Et la Belgique aussi voulait qu'il y ait catastrophe. Ainsi, il y avait maintenant combat entre la France d'un côté, l'Amérique et la Belgique de l'autre côté, au niveau de l'ONU. Toutes les décisions qu'on voulait prendre par le Conseil de sécurité allaient donner des aides. Au Rwanda, il y a des gens qui sont en train de mourir. L'économie du Rwanda est par terre. Vous avez donné l'embargo militaire sur le Rwanda. D'Abiyarimana, comment est-ce qu'ils vont se battre? L'armée du Rwanda n'est rien, n'a plus de matériel. Les hôpitaux du Rwanda n'ont plus de médicaments, autant d'Abiyarimana. Hein? Organisation mondiale du commerce, tout ça, donner même l'argent, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, tout le monde a refusé de donner l'argent à Abiyarimana. Parce que l'Amérique ne voulait pas aider les Bantous, les Hutus, afin de les malmener, afin qu'ils puissent être dominés encore par les Tutsis, comme à l'époque coloniale des Belges. Ainsi, la dernière carte devait se jouer à Abiyarimana et à Arusha. Pendant ce temps, l'Amérique a tout préparé. Il faut passer maintenant par la dernière décision, Tosalanini. Catastrophe. C'est le seul moyen qui reste. S'il n'y a pas de catastrophe, nous n'allons pas installer nos hommes, la petite minorité de Tutsis au pouvoir. Ça doit passer par le volcan. On a posé des questions. Est-ce que c'est ça le seul moyen de faire les choses? Vous êtes des démocrates, les pays civilisés. Ne trouvez-vous pas que vous allez faire tuer les Rwandais de deux côtés inutilement? L'Amérique était catégorique. L'Amérique a refusé toutes sortes de négociations, tout ça. Ils ont commencé à inviter Abiyarimana. Allez ici, Abiyarimana est allé avec sa délégation. Ils sont parvenus maintenant à faire des accords stupides, des accords imbéciles. La minorité des Tutsis 10%, la majorité des Hutus 90%, mais on obligeait la majorité des Hutus donc de se partager l'armée 50-50. Où avez-vous déjà vu en Amérique les Blancs qui sont majoritaires? Vous devez partager en Amérique, ici aux États-Unis, vous. Même en France. Vous les Noirs d'Afrique, avec les Français, pouvez-vous vous partager des postes 50-50? Jamais. C'est ce que l'Amérique exigeait. Tout ça, c'est pour que Abiyarimana puisse commencer à se lamenter, à se plaindre et à boycotter les rencontres d'Arusha pour qu'il trouve raison que nous l'avons invité. Abiyarimana a refusé de venir à Arusha. Nous devons maintenant l'attaquer. Abiyarimana aussi avait des conseillers français qui interceptaient trop de messages. La mafia américaine. Tout ce qu'on voulait faire, on planifiait. C'est la France qui soufflait. Attention. Les Américains veulent compliquer les accords d'Arusha. Ils vont vous imposer des négociations stupides. Vous êtes une majorité, mais on va vous demander de céder une grande parcelle de pouvoir dans les négociations à la petite minorité de Tutsis. Il ne faut pas refuser. Accepter, signer. Ils cherchent tout. Donc, par tous les moyens pour vous piéger. Leur but, c'est quoi? Les conseillers français disaient à Abiyarimana et à Mobutu, c'est pour voir Abiyarimana se fatiguer et refuser. Se plaindre que comment est-ce que vous, nous les Hutus, nous sommes majoritaires. Comment vous voulez à ce que nous puissions nous partager le contrôle de l'armée, de la police et des institutions, même les services du pays, 50-50. Ça se fait où? Dans quel pays du monde? On a dit, chut. Là, on va t'avoir. On a déjà intercepté beaucoup de messages. C'est la philosophie satanique de Bill Clinton. Accepter tout. Ainsi, Abiyarimana est allé à Arusha. On a présenté les papiers. Abiyarimana a lu tout ça. Ok, ça vous plaît? Le Kagame était tellement exigeant, coaché par les Américains. Les Abiyarimana étaient fâchés, étonnés de voir l'injustice à midi.
Mais comme ils avaient aussi des grands penseurs, c'est pourquoi on dit la politique. Niger, mon un esprit. On a dit à Berman, tout ce qu'on va te proposer, ne refuse pas. Signe. Berman a signé. Ça sera seulement la transition. Vous allez faire une transition et puis après la transition, pas de problème. Vous allez écrire une nouvelle constitution. Il y aura maintenant des élections, vous allez gagner. Les accords d'Arusha, c'est seulement pour la transition. Ne vous en faites pas. Ok, Berman a signé. C'est quand il est allé signer maintenant que les Américains étaient encore fâchés. Ce type n'a pas rejeté ça. Donc on n'a pas de raison d'installer les Tutsis au pouvoir par la force. Merde! Ainsi, ils ont préparé maintenant de l'abattre pour créer le chaos toujours. Ils ont fait entrer les 2 missiles dans les véhicules de l'ONU. L'ONU prétendait être neutre, la MINUAR, mission de l'ONU au Rwanda. C'est l'ONU qui joue aussi le jeu. Comme la MONUSCO est en train de vous jouer à Goma, partout, on dit au président Tshisekedi, focus à MONUSCO, hein? Le Congo, c'est encore un autre dossier, tout à bien dit. Ainsi, ils ont été maintenant prêts. Ils ont piégé les Hutus par tous les moyens. Ils ont échoué. Plus raison de dire que les Hutus ont refusé. Non, remarquez dans les annales de l'ONU, personne n'a préparé le génocide. Les Hutus n'étaient jamais sur le... Ils étaient sûrs que tout tabawi n'a pas petit. Vous avez de bons conseillers français. Ainsi, les Français soufflaient à Mobutu souvent. Car Mobutu était considéré comme le grand frère du président rwandais et burundais. Et Mobutu soufflait à Biarimana. Hey, master, il y a ceci, il y a cela. Toi, quand tu vas là-bas, fais ceci, fais cela. C'est ainsi, les jours J, les jours fatidiques, toutes les batteries étaient déjà mises en place. L'Amérique voulait passer maintenant à la vitesse supérieure pour tuer maintenant Abiyarimana afin de créer le chaos. C'est à travers ce chaos que l'Amérique allait profiter maintenant pour tirer sur les Hutus et favoriser les Tutsis et les mettre au pouvoir par la force. Avec le système de l'ONU. Donc tout était bouclé. Union européenne, l'ONU, tout le monde allait condamner les Hutus que ce sont les mauvais, les Tutsis ont raison 1000%. Et Berman est arrivé là, il a signé. La réunion n'a même pas duré à Arusha. Il fallait rentrer. Mais quelqu'un l'a retardé, Museveni. Et Berman a dit, bon, je pense qu'on a signé. Nous sommes inquiets. Donc, nous sommes donc... Notre souci, c'est que nous puissions directement mettre en place le système. Commencer déjà la conférence là-bas, travailler sur la nouvelle constitution, tout ça. On a tellement voyagé. Museveni est venu jouer l'hypocrisie. Il a joué à l'hypocrite. Chaque fois qu'Aberman disait, ok, moi je pars, s'il y a encore des choses à se dire, on va se téléphoner. Museveni lui disait, attends d'abord. Museveni a arrêté Abiyarimana. Non, ne pars pas d'abord, il y a quelque chose, il y a un message qui viendra, bon, tout ça, il y a un communiqué. Jusqu'à ce qu'Abiyarimana attendait. Il dit, bon, ça ne vient pas, moi je pense que je pars. Pourquoi, même si ça vient, vous allez m'envoyer ça sur Telex. Museveni disait toujours, non, écoutez, ça va venir, excusez-moi pour le temps. Tout ça, c'est quoi? Museveni jouait sur le temps. Pour qu'Abiyarimana, s'il prend l'avion de la Tanzanie à Arusha pour rentrer au Burundi, il va au Rwanda, il va arriver à 16 h. Au plus tard 17 h, ça sera en pleine journée. Leur coup allait échouer. Museveni était en train de jouer sur le temps pour que Abiyarimana quitte tard. Donc, que l'avion d'Abiyarimana survole le ciel rwandais quand il fera sombre, afin que leur tireur d'élite, qui était déjà posé sur la colline de Masaka, près de l'aéroport, entraîné par les Américains, avec les 2 missiles volés dans le stock de la guerre de 1991, là où George Bush père attaquait Saddam Hussein. C'est là où on a volé les 2 missiles là-bas. Ça s'est retrouvé dans le stock d'Entebbe de l'Ouganda. Les missiles sont rentrés par l'Ouganda, facilités par l'ONU, avec le général Dallaire, le Canadien francophone,
mais au service de Bill Clinton. C'est lui qui a aidé à faire passer beaucoup d'armes, beaucoup de bêtises là-bas en faveur de Tutsis. Ainsi, tout était prêt. On s'est téléphoné. Les tireurs d'élite étaient déjà en poste. Tout était bien. Ainsi, ils ont téléphoné à Arusha que mission accomplie, nous l'attendons, qu'il vienne. C'est ainsi que Museveni a dit maintenant à Biarimana, ok, vous pouvez partir, même prochainement. Mais avant que Biarimana ne parte, il faisait sombre. Donc, selon le temps que le pilote allait mettre, l'avion de Biarimana devait arriver au Rwanda tardivement. Mais il y a eu un incident ce même jour-là, le soir. On a téléphoné au président Biarimana. Il y a eu des attaques. Le même jour qu'il signait à Arusha là-bas, l'armée de Kagame, APR, a attaqué jusqu'à prendre beaucoup de positions à Kigali. Or, c'était défendu. On avait demandé le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu et aux Hutus et aux Tutsis pour privilégier les accords d'Arusha. Ils sont en train de signer à Arusha. Mais Kagame et les Kagamistes ont attaqué. Ils ont violé le cessez-le-feu. C'était donc comme un stimulus qui allait pousser Abiyarimana, même si c'est le soir, à ne plus dormir là-bas, à sauter dans l'avion automatiquement de peur de perdre le pouvoir. Vous comprenez? Tout ça, le conseil des Américains. Ils téléphonaient, oh, qu'ils viennent de signer, Abiyarimana a encore accepté, Museveni est en train de jouer le rôle de le retarder là-bas. Alors, maintenant, attaquez. L'armée de Kagame a attaqué, c'était aux environs de 16 heures là-bas. Ils sont attaqués, ils sont arrivés à la porte de Kigali là-bas, près de faire tomber beaucoup d'institutions. Directement, on a téléphoné à Arusha que les Kagamistes viennent d'attaquer. C'est tellement une attaque féroce là-bas. Abiyarimana, tu dois rentrer. Si tu dors là-bas, soit c'est un coup d'État, tu vas te retrouver Liban Damassano en dehors du jeu, ou bien c'est toi le chef, le commandant suprême. Or, la réunion fatidique de ce jour-là, on avait exigé à ce que les présidents du Congo, du Rwanda, du Burundi et d'autres même de l'Ouganda puissent aller avec leurs attachés militaires. Donc c'était un grand corps, parce que c'était presque match final. Des autorités importantes de l'armée, la police, la présidence du Zaïre, Rwanda, Burundi, et devaient aller là-bas. C'était presque la finale pour apposer leur signature. En fin de compte, il y aura fini les tiraillements au Rwanda. Ils vont commencer à travailler pour la démocratie maintenant. Tout ça pourquoi? C'est pour que beaucoup d'autorités prennent l'avion afin qu'on puisse les tuer tous dans un bloc. C'est-à-dire décapiter le Rwanda. Donc Abiyarimana ne devait pas mourir seul. Il devait mourir avec beaucoup d'autorités militaires là-bas dégradées pour que l'armée soit découragée en débandade. Pas de munitions. Ainsi, les Tutsis allaient maintenant foncer pour prendre le pouvoir facilement. Et c'est ce qui a eu lieu. Quand on a attaqué, Abiyarimana était tellement inquiet. Et les Français ont soufflé Mobutu dans un coin. C'est un piège. Va dire à Abiyarimana de ne pas partir. Mobutu a approché Abiyarimana qui passait là-bas inquiet. Mobutu a dit, écoute, donc tu es décidé à rentrer à Kigali aujourd'hui. Abiyarimana a dit, la situation est compromettante. Je ne saurais pas dormir. S'il n'y avait rien, je pouvais dormir même à l'ambassade, il y a de la place, même dans un hôtel pour rentrer même demain matin. Je pense que je dois être là pour essayer de contrôler la situation. Mobutu lui a dit que c'est tellement dangereux. Pendant cette période de guerre, ce n'est pas prudent de voyager dans les airs. Mobutu lui a dit comme ça. Est-ce que si tu tiens tellement à rentrer, Mobutu a posé encore la question, tu tiens à rentrer ce soir à Kigali? Abiyarimana a dit, je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre choix, Mobutu. Mobutu a dit, faisons ceci. Je te prends dans mon avion. On va au Zaïre, Kinshasa, Badolite, là-bas. Et puis le lendemain, tu vas prendre mon avion, je vais emmener le pilote.
avec mon avion, le pilote va t'amener à Goma. L'avion va descendre à Goma en pleine journée. Ainsi, on va téléphoner, on viendra te prendre par véhicule, des cortèges viendront te prendre avec l'ONU, la MINUAR, pour te protéger. On va téléphoner la poste, il y a des postes de l'ONU là-bas, le poste de l'ONU. Ils vont te protéger pour mieux traverser. Donc, tu seras sur la protection de l'ONU, tu vas rentrer par route. C'est une bonne idée. Mais Abiyarimana était tellement dépassé, inquiet, il a dit, ah, je pense que ça sera trop tard. Mobutu a dit, bon, ok, voyage bien, espérons qu'on va se revoir. Abiyarimana a sauté dans l'avion, il est rentré. Aux alentours de 20 heures, presque 30, c'est quand son avion est arrivé au-dessus de Kigali, c'était déjà la nuit. Les enfants d'Abiyarimana étaient dans la piscine à la présidence en train de nager. Ils n'attendaient pas leur père. Ce soir-là. Car ils savaient que souvent quand mon père, notre père va, donc, dans leurs histoires d'Arusha, tout ça, ils ne rentrent pas la nuit, et puis pendant cette période de guerre. Non. Il y a des heures, dépasser 7 heures, problème de sécurité. Leur papa, les militaires, parlaient de sécurité de leur père. Donc, ils dorment souvent, ils passent nuit là où il est, il revient en pleine journée souvent, pendant cette période de crise. Mais les enfants d'Abiyarimana ne pensaient pas que leur père allait revenir ce soir-là. Ils étaient dans la piscine en train de nager, des garçons, des filles, l'eau chaude là-bas, jusqu'à ce qu'ils ont entendu le ronronnement du moteur de l'avion Mystère 50, Falcon 50. Et puis c'était un avion que le Rwanda n'avait pas acheté. Encore une histoire pour vous montrer l'état de pauvreté notoire dans lequel se trouve, bien l'état dans lequel se trouve le Rwanda. Cet avion là-bas, là on avait tué Abiyarimana, c'était un don de la France. C'était le président français Giscard d'Estaing qui avait donné cet avion comme un cadeau, un don au président Abiyarimana. Point barre. Je suis en train de vous dire tout ça pour vous mettre devant le fait accompli, pour voir dans quel état de pauvreté se trouve le Rwanda. Le Rwanda ne peut jamais faire face au Congo, même dans une guerre. Ils vont acheter combien d'armes? Ils ont combien d'argent? Ils ont combien d'hommes de guerre? Non. Et c'est pour vous donner une image, afin que vous puissiez comprendre la crise d'aujourd'hui qui persiste. C'est parce qu'on a des politiciens mafieux. Tout ce qui est en train de vous arriver, ce sont les Congolais. Le mal vient du Congo. Les Congolais, par besoin du pouvoir, tapis rouge, argent, carré minier, ont accepté de jouer le jeu des Américains, le jeu de l'ennemi, en vous faisant tuer, vous les Congolais. Comme on a compris, vous serez déjà sauvés. Vous n'allez plus chanter pour vos politiciens mafieux.